Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro 3 d'Histoire inspirante. Alors aujourd'hui, on va recevoir un ami, un grand homme, Marc Donadieu. Bonjour. Merci Marc d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais essayer de faire une présentation condensée afin que chacun de nos spectateurs et auditeurs et auditrices soit une idée de la chance qu'on a de t'avoir aujourd'hui. Alors, tu es né le 8 janvier 1960 au Maroc, à Gérada. c'est ça. Alors, tu es critique, chercheur, critique d'art, chercheur, commissaire d'exposition, directeur artistique, enseignant, journaliste, écrivain. On reviendra sur chacun des métiers ensuite. Photographe et ancien conservateur de musée. Est-ce bien ça? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, franchement, t'es devant. D'accord. Tu es également diplômé d'architecture spécialisée dans la muséographie et muséologie. C'est bien ça? Et parmi tes récompenses et titres, tu es chevalier des arts et des lettres. Voilà. Par le gouvernement français. Par le gouvernement français. Parce que qui a par eux peut le décerner. Ah non, c'est spécifique à la France. Da- Oui, c'est demandé de par le monde. Voilà. Magnifique. Alors, tous tes métiers ont été autour de l'art. Je voulais savoir comment est arrivé cet amour pour l'art. De ta tendre enfance, de la famille, de la découverte. Alors, c'est venu de ma famille, donc, quand on habitait en Lorraine, dans l'est de la France, et il y avait des tableaux sur les murs. Mon grand-père paternel, non, mon arrière-grand-père paternel, était photographe et son frère était peintre. C'est un peintre arménien assez connu qui s'appelle Charles Atabian. Et donc, il y avait des tableaux qui venaient du Maroc. Sur les murs étaient d'autres tableaux qu'ils ont achetés en France. Et mon père pratiquait la photographie et le cinéma. Il faisait des petits films de famille, des photographies de famille. Et puis, il avait un projecteur et puis il projetait des films de Laurel Hardy, de Buster Keaton, de Charlie Chaplin à la maison. D'accord. Et donc, j'ai toujours été environné d'œuvres d'art. Et puis, tous les tableaux étaient figuratifs sauf un. Et je comprenais pas ce que c'était. Pour moi, c'était des taches. Et puis, j'étais déjà assez chiant, je posais tout le temps des questions. Puis ma mère, je devais l'ennuyer, me répondait toujours « Tu verras quand tu seras grand ». Et je pense que c'est autour de 7 ans, un matin, je me suis levé, j'ai regardé le tableau et j'ai vu que toutes les taches s'assemblaient, que c'était un visage. Je pense que c'était une question de hauteur. Je faisais pas face au tableau, j'étais trop petit, donc je le voyais biais. Et dans ce coup, avec la perspective, c'était déformé. Et puis là, je le voyais un peu plus en hauteur. Et puis, donc j'ai dit, ah ça y est, j'ai trouvé, c'est un visage. Ma mère elle m'a répondu, lui, c'est le visage du Christ. Et je lui ai répondu, ah ben maintenant que j'ai compris, j'ai plus besoin de lui, j'ai plus besoin de vous. Et du coup, c'est vraiment un épisode très important parce que j'ai compris que pour comprendre une œuvre d'art, il fallait être face à face. Voilà, il fallait s'y confronter. Et ça, je suis toujours gardé. Et ça peut prendre du temps? Oui, ça peut prendre énormément de temps. Parce que c'était une leçon aussi pour savoir que tu peux prendre du temps à comprendre une œuvre d'art. Oui, et il y a des œuvres d'art, j'ai mis 10 ans à les comprendre. Mais à partir du moment où un travail d'artiste m'interroge, je le trouve bizarre, mais il retient mon regard, ça m'intéresse. Si je comprends tout d'emblée, ça, j'ai tendance à pas prendre beaucoup de temps, comme si je connaissais par cœur. Par contre, plus ça résiste, plus ça m'intéresse. Puis après, il y a d'autres petits épisodes. La culture, à l'époque, dans la province française, dans les années 60-70, c'était Paris Match. Puis il y a des trucs dans Paris Match qui étaient importants. Par exemple, il y a eu une inondation à Florence, où l'Arnaud est sorti de son lit. C'est une grande inondation qui a envahi tous les rez-de-chaussée, y compris des musées. Et dans Paris Match, il y avait des photos avec les personnes du musée qui tenaient des Raphaël, des Botticelli, des Leonardo da Vinci à bout de bras pour les sauver. Donc, en dehors de ton père, la première approche que tu as eue des photos, c'était par les matchs, mais par les matchs, c'est des photos incroyables. Voilà, et c'était le fait qu'il faut sauver le patrimoine. Ensuite, alors je ne sais pas en ordre chronologique, ensuite il y a eu le fait qu'on a construit le barrage d'Assouan en Égypte et on a déménagé un temple égyptien à Boussine Bey. Et pourquoi? C'était insensé. Je me suis dit, on peut déménager un temple.
J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, la Ça descente... pour aller dans un musée? Non, ils l'ont déménagé pour le sauver. On peut déménager un Non, mais on le sauver. Donc, on peut sauver les tableaux en les mettant à bout de bras. On peut déménager un temps pour le sauver. Parce que quand on a construit le barrage d'Assouan, on a conglouti une partie des zones d'archéologie égyptienne. Donc il y a des temps qui sont au fond de l'eau. Et d'autres, on a trié et on a choisi d'en sauver 2. Philae et Abou Simbel. Et la troisième chose, c'est quand Georges Pompidou, qui était président de la République, a décidé de redécorer les appartements privés de la présidence à l'Élysée avec du mobilier contemporain et des œuvres d'art moderne. Ouais, parce que chaque président, ils ont leur... Ils ont la possibilité de refaire la déco. Et là, c'était tout contemporain. Et du coup, par rapport à mes parents, quand je leur ai dit « je veux travailler dans l'art », ils pouvaient plus me dire « c'est pas possible », parce que le président vivait dans du contemporain, avec des tableaux contemporains. Donc, si le président peut, en plus je pensais que j'étais sûr que mon père avait voté Georges Pompidou, je lui ai dit, mais si tu votes pour lui et que lui est pour la création contemporaine, tu peux me dire que pour moi ça convient pas. Mais ton père, il a voulu mettre une petite barrière parce que tu travailles dans l'art, parce qu'il y a des difficultés. Alors oui, parce qu'il est ingénieur des mines et il voulait que je sois scientifique. Et du coup, moi, j'ai fait comme lui de la photographie. Et je voulais être photographe, mais je voulais apprendre la photographie dans une école des beaux-arts. Et à l'époque, on n'apprenait pas la photographie en école des beaux-arts. Donc j'ai fait un CRI de photographe, mais ça lui plaisait pas que je fasse l'artiste. J'étais le seul fils de la famille, l'héritier, et ça lui plaisait pas du tout. Et ma sœur cadette faisait une école d'architecture à Nancy. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, puis elle m'a dit ce qu'elle faisait, puis je me suis dit bon, ça c'est pas trop chiant. Je vais entamer ces études d'architecture sans jamais avoir pensé faire de l'architecture. Et Parce que tu avais une spécialité. Enfin, alors c'est venu à la spécialité après. Donc j'ai fait ces études, j'ai fait n'importe quoi, comme tous les étudiants. J'ai travaillé sur un festival de théâtre, sur un festival de films. J'ai travaillé comme libraire. J'ai monté un centre d'art. Enfin, j'ai fait des conneries quoi. J'ai rencontré des artistes. Et après 2 ans, on avait un petit diplôme qui permettait de travailler dans des agents d'architecture. Je ne sais pas pourquoi, il y a des architectes qui voulaient travailler avec moi, j'ai rien compris, mais peu importe. Je gagnais des sous. tes études, c'est ce que tu avais fait dans tes études. Après 2 ans, on avait ce diplôme qui permettait de vendre un certain savoir-faire. Les études, c'est 5 ans. Donc, au bout de 2 ans, on pouvait travailler en agence, en étant relativement bien payé. Donc, moi, j'allais à Paris, travailler en agence, et je gagnais quand même assez bien. Et je dépensais tout en mode de nuit. J'allais au Palace, je faisais toutes les nuits au Palace. Là, on est dans les années 70. Hein. Là, on est en 79. Deuxième tranché. En 79, à la fin des années 70, et j'ai réglé la nuit parisienne, et voilà. Et j'ai dit top, je pensais que la vie était comme ça. C'était le début des années 80. C'est la vue que tu t'étais donné de la vie d'artiste? Non, je me suis donné aucune vue. J'ai l'impression, de toute façon, toute ma vie, que c'est pas moi qui ai choisi, c'est les autres qui ont choisi pour moi. Par exemple, la première exposition que j'ai faite et le premier texte que j'ai écrit, c'est le proviseur de mon lycée. Et pourtant, j'étais pas si bon en français, j'avais pas de si bonnes notes. Mais comme je m'occupais du club photo. Donc, je m'occupais du club photo, et puis après, il y avait des panneaux dans la cour. J'ai été le voir pour lui dire, mais c'est quoi ces panneaux? Il me dit, c'est pour des associations. Je lui dis, mais moi, j'ai une association, je suis un club photo. Donc, j'en veux 2. Tout de suite, moi, je suis monsieur plus, hein, donc je peux en avoir un, j'en veux 2. Et puis, je bricolais des trucs en découpant, en écrivant avec des faux. J'en ai fait une histoire de la photo. Et puis, j'ai fait un panneau sur Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'est un écrivain anglais qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, un traité de logique adiabatique binaire qui a donné, donc qui est la prémisse du langage de l'ordinateur, et il est révérend et il photographie des petites filles. Oh, je me suis fait convoquer. Le professeur me dit, hors de question de dire qu'un révérend photographie des petites filles. On est quand même en 76. Et je dis, mais c'est la vérité. Il me dit,
la vérité n'est pas bonne à dire à tout le monde. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Voilà. Oh là, moi qui étais super idéaliste. Ok. Puis après, je lui dis, c'est pas normal, il n'y a pas de livre de photos à la bibliothèque, il y a un rayon art, il n'y a pas de photos, il faut en acheter. Comme je fais chier, j'ai tous les gens visés un peu à l'usure. Et puis on achète des livres, 3 mois après, reconvoqués. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les livres ont été volés. Et je lui réponds, donc c'est qu'ils étaient utiles, puisqu'on ne vote pas et on ne vole pas une chose inutile. Donc j'étais, mais impertinent, j'exaspérais. Mais finalement, il m'a commandé un texte, il m'a permis, c'était une photo pour les 200 ans de la fondation des États-Unis. Donc c'était il y a 50 ans, en fait, le Trump va fêter le 250e anniversaire. Voilà. Et moi, je découpais, je faisais ça complètement artisanalement, je me posais pas de questions, j'étais autodidacte, je faisais. Je faisais, ça me plaisait, je faisais. Et tu fais, voilà, ça voilà, tu fais. Et donc après, à Nancy, j'ai rencontré des artistes, je leur racontais des trucs sur leur boulot. Ils disaient, c'est bien, écrit-le. Alors, justement, c'est ce que quand je regarde un petit peu ton parcours, parce que je me suis renseigné, bien sûr, sur les années fin 70, 80, même 90, jusqu'à aujourd'hui, hein, si on veut, tu as fait énormément de rencontres avec énormément d'artistes. Alors, penses-tu que le chemin artistique est fait de rencontres? Est-ce que tu aurais été le même sans toutes ces rencontres? Ah non. Ah, sans les rencontres, comment on fait? J'existerais pas. Je pense qu'il y a eu des galeristes importants, et il y a eu des artistes d'abord, puis il y a eu ce professeur qui m'a... Il y avait aussi mon professeur d'espagnol, mon professeur de philo, et puis il y a aussi une chose complètement étonnante, c'est que quand j'ai fait ces années en pension de première terminale à Charleville-Mézières, la ville natale de Rimbaud, je suis tombé sur un disque de Patti Smith, donc chanteur new-yorkaise, qui maintenant est immensément connue, qui a dit qu'elle était venue voir Rimbaud et qui a pissé dans la Meuse, qui a fait cette chanson Pissing in the River. Et la pochette du disque est une photo de Robert Mapplethorpe. Et là, ça a été aussi une chose complètement extraordinaire. T'as une Américaine qui vient dans ce putain de vie de Charleville-Mézières qui n'a aucun intérêt, qui dit que c'est important, que Rimbaud est important, qui fait l'acte le plus anarchiste du monde pour une fille en plus, qui est pissée dans une rivière comme un acte artistique, et la photographie est faite par qui va devenir un des plus grands photographes américains controversés de la scène BDSM et qui est avec qui. Et du coup, mais c'était un champ possible énorme. Donc même si j'étais en pension, j'avais mon petit labo, j'avais Patti Smith, j'écoutais Patti Smith, Deep Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, etc. J'avais mon petit monde, que je préférais d'ailleurs à chez mes parents. C'est quand ils ont déménagé en 79 à Paris, j'étais tout le temps chez eux. Parce que il fallait bien crêcher quelque part. Mais au départ, moi, je suis très content dans ma pension. C'est reste les meilleures années de ma vie parce que j'étais entouré de gens, j'aidais bien. C'était un cocon qui me plaisait. Et puis après, C'était ta sorte de dépendance aussi? Tu avais une sorte d'indépendance ou d'indépendance et de solidarité. voilà. Ta vie d'homme commençait à réaliser. Yes. Après, je suis passé à j'ai déménagé à Nancy pour les études d'archi. Et puis en 79, j'ai commencé à gagner de l'argent et j'ai totalement indépendant. Je dépendais de personne. Ça, l'indépendance, pour moi, c'est une chose très importante. J'ai presque ce double, presque les deux faces d'une même médaille, qui est d'un côté l'immense curiosité et de l'autre côté la totale indépendance. D'accord. Alors, est-ce que l'art, t'en parlais il y a un instant, est-ce que l'art est forcément politique ou social, ou est-ce qu'il peut juste être léger? Est-ce que c'est des types d'art qui t'affectionnent particulièrement, politique, social, ou est-ce que la légèreté ou le truc qui va vite et passager comme ça? Non, je dirais que c'est... Non, pour moi, je dirais que c'est plus un projet... D'abord, je dirais que c'est un projet identitaire. C'est comment, en tant qu'individu, on a la capacité de faire changer les choses, de faire changer le monde. Voilà. C'est là où je dis que je suis fondamentalement idéaliste. À cette époque-là, je pensais que grâce à une œuvre d'art, on pouvait changer le monde.
On pouvait changer l'esprit des gens, on pouvait changer le monde, on pouvait le faire bifurquer autrement. Voilà. Le faire sortir de ses habitudes, de sa normalité et le transformer. Tu pensais ça avant? Tu le penses toujours aujourd'hui? Ah, je le pense toujours aujourd'hui, bien sûr. Mais les années 80, c'était les années absolument inouïes dans lesquelles tout le monde pensait qu'on pouvait changer le monde. Et tout, ça permettait tout, un peu. C'était... Pas tout, tout, c'est pas n'importe quoi. Après, on a eu plus de problèmes de responsabilité, mais à cette époque-là, on vivait notre vie à 100 à l'heure. Voilà. Tout le monde se rencontrait, personne se jugeait. Oui, c'est ça, je veux dire, que tout le monde se permettait tout, c'est-à-dire qu'il y avait, on accordait à l'autre Aucune la liberté, une on frontière. accordait à l'autre une liberté sans forcément le juger directement. Oui. Après, il y a d'autres... J'ai dansé avec Wes Jaurès, oui, mais j'ai rencontré Andy Warhol, mais j'ai rencontré Tissa Wing, mais on s'en foutait. Tout le monde était égal. Voilà. Tout le monde était égal, tout le monde était là. Alors ça rejoint ce dont tu parlais, et moi je ne parlerai pas de légèreté, je parlais d'allégresse. C'était un moment de joie de vivre insensé, d'allégresse insensée. Et arrivé François Mitterrand, il y a eu les radios libres qui ont été une chose extraordinaire. Donc j'ai commencé à faire des émissions de radio. Et puis, est arrivé... Sur quelle antenne? Des antennes... Alors la dernière que j'ai faite, c'est Présence Gay. Oui, d'abord c'était associatif, elles ont été rachetées, etc. La dernière radio à laquelle j'ai participé, c'était Fréquence Gay. Ouais, j'ai commencé à aussi écrire pour des magazines gays parce que je pensais que c'était important à l'intérieur d'une communauté aussi de changer de regard, d'ouvrir le regard. Et puis est arrivé les premiers morts du sida. Et là, ça a été une période extrêmement compliquée et très douloureuse parce que avec François Mitterrand, l'homosexualité n'était plus, il y avait pénalement condamnable et surtout c'était plus considéré comme maladie mentale. Voilà. Donc en fait, on avait une double punition auparavant. On pouvait se faire arrêter, mais pas pour homosexualité, pour racolage. Comme les putes. C'était pas si grave en soi. C'est des racolages, obscénités, et on est considéré comme des malades mentaux. Donc on était envoyé à l'hôpital avec François Mitterrand. Voilà. Donc tout d'abord 80 enfin 82, voilà. Et puis les premiers morts du sida, c'est 84. Donc tout de suite après. Et puis surtout, on a pu avoir des bars ouverts sur la rue, dont on pouvait avoir une visibilité. On pouvait avoir nos radeaux visibles. Parce qu'auparavant, la rue Sainte-Anne ou Saint-Germain, c'était des portes closes avec un Judas. On ne savait pas combien ça coûtait à l'intérieur. Vous venez d'une province, vous arrivez, il y a une porte close, on ne sait pas si on peut rentrer. Et puis après, il y a qui? Ça coûte combien? C'était quand même un plus barrière sociale. C'était toujours dur pour les homosexuels, puisque avant, Du coup, vous avez des pas, des on se faisait arrêter. avant c'était condamnable, et ensuite la maladie est arrivée, et vous étiez stigmatisé, vous étiez associé à la maladie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on nous a ouvert les portes de la pâtisserie, et 2 ans après, on nous a dit tous les gâteaux sont empoisonnés. C'est ça. Et pendant très longtemps, au moins jusqu'à la fin des années 80, on a continué à faire les gâteaux empoisonnés, à manger des gâteaux empoisonnés. Et du coup, là, il y a autre chose qui est pourquoi je suis survivant? Pourquoi des artistes qui, pour moi, étaient des personnes immenses sont morts et que moi, je ne meurs pas? Et du coup, il y a une charge qui arrive, un devoir qui arrive, qui est un devoir mémoriel. Et ça, c'est un changement complet mais qu'on retrouve aujourd'hui avec le rap et les gens qui sont morts par les policiers, etc. Donc, il y a le côté, on doit honorer ces victimes, on doit honorer les morts parce qu'on pense qu'il faut qu'ils survivent parce qu'ils sont importants. Mais on se dit tout le temps, mais on voudrait évidemment, moi, mais 1000 fois, j'ai dit, mais est-ce que moi je peux pas mourir et eux qui puissent survivre? Tu vois? C'est plus une posture,
cette chose fondamentale que l'on porte, qui est d'un devoir qui arrive, qui est honorer les morts. Et que je vis à Veynes depuis 40 ans, oui. Ok. Ok. Alors, donc, tu étais sur l'architecture. On va essayer de revenir un petit peu sur le fil. Tu étais sur l'architecture, sur la photographie. Tu as croisé la mode aussi. Alors, comment tu passes de l'architecture à la photographie, à la mode? Alors, d'abord, c'est la photographie. Après, c'est l'architecture. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, il faut allier les deux. Ce qui m'intéresse, c'est l'art. Donc, je vais aller travailler dans des endroits où on fabrique les lieux de l'art. Donc, la muséographie, la muséologie, l'aménagement d'espaces d'expression. Et puis, je détestais le milieu de l'architecture parce que c'est un milieu complètement machiste et homophobe. Et j'ai eu la possibilité de rentrer à l'Institut français d'architecture. Donc, au lieu de faire l'architecture, j'ai commencé à exposer les architectes, à travailler, à faire des catalogues et des expositions. À quelle date? Ça a commencé en 89, exactement. Soit obsédé des décennies. En gros, c'est des systèmes de décennies. Donc, en 89, je rentre à l'Institut français d'architecture. Je n'avais pas fait grand-chose, mais je suis tombé sur quelqu'un formidable qui s'appelle Patrice Goulet, qui m'a mis un ordinateur entre les mains. Je connaissais rien à l'ordinateur. Et puis, qui m'a dit, bah voilà, on fait ça comme ça, comme ça. Et puis, à un vernissage, j'ai rencontré une personne qui était assise à côté de moi, qui m'a posé 4 questions. C'était une table merveilleuse et inouïe, qui s'appelle Alice Morgan, qui est une grande journaliste, qui était rédactrice en chef et sa famille était propriétaire d'un journal qui s'appelait Jardin des Mottes. Et puis elle me dit, venez à mon bureau demain à 8h. Puis je dis, putain, ils sont hard quand même à Paris. On est à un dîner de vernissage, elle est invitée par quelqu'un et elle le débauche devant cette personne. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que les deux personnes se connaissaient depuis longtemps. Moi, j'étais un peu bécassine. Hein. Je me dis, waouh. Alors, je vais voir mon chef. Et puis, J'avais déjà eu une discussion avant entre les deux. non, moi, elle m'a posé 4 questions. J'ai répondu, puis elle me dit, je veux voir demain 8h. Un peu comme. Oui, mais enfin, bon, avec ton chef, il y a eu une discussion entre eux. Il le savait, Non, en dehors. non, je pensais qu'il ne le savait pas. Donc je vais lui voir et je lui dis, excuse-moi, il y a une dame qui veut me voir demain à 8h, j'arrive en retard, est-ce que c'est grave? Il me dit, non, non, t'en fais pas. Donc, et puis j'arrive à 8h, puis elle me donne un sujet à traiter. Et je lui dis, mais c'est quoi? Bah, t'es embauché. Et ça s'est fait comme ça. Genre, j'étais embauché, elle m'a donné des trucs à faire, je pensais même pas que je savais les faire. Et ça a duré 10 ans, et c'est là où je suis devenu journaliste. Et une fois par semaine, elle passait 2 heures à corriger mes articles en m'expliquant comment on faisait un article, comment c'est déstructuré, quel vocabulaire il fallait prendre. Et là, j'ai fait une école de journaliste sur le tas, mais avec une vraie pro, si tu veux. Donc là, j'ai été passé d'un truc complètement autodidacte artisanal avec Patrice Goulet et Alice Morgan à des structures très professionnelles où on t'apprend les bases. Et moi, j'aime bien la culture sur le tas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire des études, c'est apprendre les choses en les faisant. Et donc, c'était des années formidables. Et puis, au bout de 10 ans, le journal a fermé. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai dit, bah, maintenant que j'ai bien appris, il faut que je me lance. Et puis l'écriture, c'est quand même un truc assez solitaire. On est chez soi, on rencontre des personnes, ce qui est vachement bien. Mais on est chez soi et puis on écrit sur sa table. On va revenir après sur. Et donc du coup, j'ai passé des concours et j'ai réussi. Celui du Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie, qui est dans la banlieue de Rouen, la banlieue ouvrière de Rouen, 99. qui était un centre d'art. Et puis au contact total avec à la fois les politiques et puis la population. Donc ça, c'est encore un tournant. Effectivement, tu l'as dit, c'est par dizaines d'années. Ouais. Dans les années 80, les années 90, 80, 2000, etc. Donc là, on est en 99. Alors là, je vais même lui dire, c'est encore un tournant. Toutes les différentes directions que tu as eues, elles ont toutes... c'est juste des tournants ou alors elles sont ensemble finement reliées par quelque chose? Par quoi elles sont finement reliées à... Elles sont reliées à la fois par la demande des artistes
cette nécessité aussi à les montrer. Donc, je dirais que c'est comme un travail de coach. Il y a des artistes qui m'ont toujours demandé de les aider à faire des trucs. C'est comme en musique, comme un producteur. Des fois, on demande un arrangement, des fois, on demande de la com, des fois, on demande de la production. Et puis, tu es là. Moi, je pensais même pas que c'était un métier au départ. Mais les gens te disent, on a besoin de toi pour nous aider. Voilà, ou comme un accoucheur. Donc, j'accouche de choses. Et puis petit à petit, bah, me sentais prêt pour... Plus en bord à l'aise. T'as toujours été à l'aise? non, Alors, c'est venu avec le temps? non, je suis jamais à l'aise même maintenant. Ouais. J'ai toujours des craintes, j'ai toujours le trac. Mais c'est comme si les autres, les artistes, m'obligeaient à cette notion-là. Ouais, alors qu'on se connaît un petit peu, et cette crainte, je la vois parce que je le vois travailler, je l'ai déjà vu travailler, c'est ce qui fait que tu prépares d'autant plus pour ne pas avoir, pour pas que tes craintes se réalisent. Non, c'est plutôt, je vous dirais ça autrement, je dirais que c'est la peur de la déception. Ouais, oui, enfin, L'enjeu qu'on me demande est tellement fort que décevoir pour moi est insupportable. oui, donc c'est ça, ta crainte, bah, c'est ça. C'est vraiment décevoir. Mais je pense que j'ai tellement déçu mes barons que Deux hommes même, parce que tu as relativement réussi assez vite à rentrer dans l'art avec des personnes qui sont quand même bien situées. Et, même malgré ça, ça a été une déception. Oh. ah oui. Mais je pense qu'ils ont eu la déception avec leurs 3 enfants. Hein. C'est pas une question personnelle. Je pense que ils attendaient autre chose de nous. Et on a fait ce qu'on a voulu parce qu'on était à une époque. C'est quand même post-mai 68. C'est ça. Et alors, ma famille, c'est quand même la famille type bourgeoise, très normative, très tout sur le spectacle, tout sur l'apparence, etc. Et mes 2 sœurs et moi, on a quand même un côté rebelle, anarchiste, et on voulait en faire qu'à notre tête. Et comme je l'expliquais par rapport aux années 80, on était certain d'avoir raison. Même si on ne l'avait pas, on était certain d'avoir raison. Et on était certain. Ça, c'est la jeunesse. Voilà. Mais les années 80 portaient la jeunesse au centuple. Et on était certain en plus, comment dirais-je, De changer quelque chose, de faire quelque chose pour que ça... non, mais il y avait une république qui l'attendait. On était certain qu'on nous attendait. Ouais, voilà. On était certain que le monde était prêt à nous accueillir. Voilà. Et donc, il fallait répondre à son manque-là. Mais je dirais d'une certaine manière, donc je suis mu par cette énergie, quelque part, que les gens demandent. Et en même temps, il y a une phrase de la poétesse Emily Dickinson qui est, que j'aime beaucoup. J'arriverai pas à la dire exactement, mais en gros, c'est est-ce qu'on peut sous-peser sa vie dans ses 2 mains et vérifier qu'elle est là. Et tout le temps dans ma vie, j'ai sans arrêt sous-pesé ma vie et est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a vraiment du poids? Et je pense que toute ma vie, je ne serai pas certain que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on attendait de moi. Et est-ce que ça a ce poids, cette consistance? Est-ce que j'ai vraiment joué le rôle qu'on attendait de moi? Tu as eu des consécrations. Mais ça. Non, non, mais je parle pas forcément des consécrations de l'ENERA, etc. C'est qu'on t'a demandé des choses et ensuite d'autres artistes, d'autant plus connus, t'ont redemandé des choses vis-à-vis de ça. Tu te dis pas, c'est un aboutissement de quelque chose, même si c'est pas la fin de quelque chose, c'est quand même la continuité de mon travail. Non, je ne suis jamais sûr. Jamais. Jamais. Et c'est pas la question de... Oui, j'ai fait des projets qui ont eu du succès, j'ai eu des projets qui ont été bien reçus, j'ai eu des chances inouïes. Il y a des choses dans lesquelles je suis très fier. Oui, mais il y a quelque chose au fond qui dit, est-ce que c'est assez bien? Et je pense que c'est à la fois lié à mes parents et à la fois lié justement à ces morts du sida. Est-ce que je les ai assez honorés?
Oui, je vois. Tu vois, et c'est, voilà, est-ce que j'en ai fait assez? Et moi, je pense tout le temps que j'en ai jamais fait assez. Moi, ce qui fait que tu continues à avoir cette exigence. Et je continue, et je pense que je mourrai avec cette idée de est-ce que j'en ai fait assez? Ça te pousse à faire bien? Ça te pousse à faire mieux que ce que tu... Ça Enfin, pas, tu peux pousse- pas savoir. Tu peux pas savoir, mais ça te pousse à faire bien. Ça pousse à faire mieux dans le sens plus précis, plus juste. Voilà. Ça pousse à une précision et une justesse. D'accord. Ok. Ouais. C'est un mal pour un bien. Sans doute. Voilà. Alors, une petite question un peu vague, mais j'avais envie de te la poser. Comment tu définis l'art? L'art. Comment tu définirais l'art? Là, c'est ce que font les artistes. C'est ce qu'on veut en faire. C'est ce que les artistes décident d'en faire. Oui, c'est ce que on doit en faire. Chaque artiste, c'est ce que chaque artiste Oui, décide d'en faire. décide d'en faire. Et quand je sens que là, il y a une chose inouïe, une chose que je connais pas, une chose qui me bouleverse, une chose qui me perturbe, une chose dont la force, l'intensité me dit putain de merde. Et là, ça passe. D'accord. Et quel que soit le secteur, ça peut être des peintres, ça peut être des musiciens, ça peut être des écrivains, ça peut être des gens au sens de la mode qui font à partir du moment où je suis putain, qu'est-ce que si je truc que j'ai devant moi. L'art au sens large. Là, ça, je me dis, il faut. Là, j'ai quelque chose à faire avec eux. Justement, on va revenir un peu dessus, sur l'art au sens large. Parce que tu as été beaucoup de choses. Hein. Donc, photographe, professeur, critique, etc. D'accord. Tu as été aussi auteur. Oui. Tu l'es encore, hein, si... D'une certaine façon. Une certaine façon. Voilà. Alors, sous le nom de Charles Arthur Boyer. Oui. Pourquoi ce nom? Alors, c'est arrivé à un moment un peu délicat où il y a eu un malentendu, une méprise avec le rédacteur en chef d'un magazine. Et qui voulait enlever tout un paragraphe d'un article parce qu'il m'a dit je vais être le premier à écrire sur cet artiste. Et donc, on va enlever ça parce que je veux pas que tu sois le premier à écrire sur lui. Et j'ai dit va te faire. Et j'ai claqué la porte. Et du coup, il a appelé tous les magazines. Quel est ta blacklisté? Voilà, il m'a blacklisté. Il a appelé tous les magazines en disant, comme c'était quelqu'un très influent, il m'a dit Marc Donadieu n'écrira plus nulle part. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je venais de l'architecture. Donc moi, j'avais travaillé dans un journal de mode, je venais de l'architecture, j'avais des relations avec des magazines du monde entier sur l'architecture et le design. Donc j'ai pris un nom, un pseudo qui vient de prénom et de nom de ma famille, maternelle et paternelle. C'est un hasard, ouais, c'est quelque chose de... Oui, c'est Boyer. J'ai réussi. Boyer, c'est le nom de le deuxième mari de ma grand-mère maternelle. D'accord, t'es cherché. J'ai jamais connu le père biologique de ma mère, et qui est mort avant que je sois né. Donc moi, j'ai connu toujours mon grand-père Boyer. D'ailleurs, que j'ai mis beaucoup de temps à savoir que c'était pas le père biologique de ma mère. Je l'adorais. C'était comme un vrai père au moins, vis-à-vis de mon père. Mon père était plutôt absent, mais pour beaucoup de raisons, et c'est pas de sa faute. Et puis, normalement, j'aurais dû me prénommer Charles, parce que dans la famille de mon père, ils s'appellent Paul, Charles, Charles, Paul, Paul, Charles. Donc mon père s'appelant Paul, je devais m'appeler Charles. Et Arthur, c'est le nom du père adoptif de mon père. Donc mon père étant né orphelin de père avec des faux papiers, sa mère voulait absolument qu'il soit adopté par un Français pour avoir la nationalité française, parce qu'elle pensait que du coup, il serait jamais recherché, inculpé, et pour elle, la France, c'était... voilà, rien ne pouvait arriver si on devenait français. D'accord. Quelles sont tes origines? On va juste... Alors, toute la famille de ma père, toute la famille de mon père est arménienne, et toute la famille de ma mère est stateur. Voilà. Et donc Arthur Donadieu a adopté mon père pour qu'il devienne français. Ce qui l'a complètement traumatisé, mais ça c'est... Ok.
Est-ce que t'as combien d'ouvrages t'as écrit combien d'ouvrages sur Pop Potter? Un centaine. Des centaines? Oui. Moi, Et, s'il y en a deux dont tu peux parler, eh bien, on pourrait retrouver, on va mettre... alors, ça dépend. Pardon, je reviens en arrière. Donc, à chaque fois que j'ai voulu être auteur, c'est-à-dire artiste, photographe ou écrivain, ça fait un flop total. Ouais. Donc, en fait, j'ai écrit qu'un seul livre littéraire qui s'appelle Celui qui encore est au monde, et puis un petit livre de poésie. Donc, j'ai dit, en tant qu'auteur littéraire, il y a même pas deux ouvrages, un ouvrage et demi. Et en tant que photographe, il y a quelques expositions mineures. Par contre, j'ai plein de textes dans des revues, dans des catalogues pour les artistes. Oui. Alors pour moi, il n'y a pas tant de différence parce que tout est écriture. Mais dès que je veux parler de moi, ça ne marche pas. Dès que je veux parler des autres, ça On peut les retrouver quand même? oui, bien sûr. Alors oui, je pense qu'on les peut retrouver sur eBay, etc. On vous mettra le lien de quelques-uns des... Donc voilà, mais au départ, j'en étais un peu déçu. Puis après, je me suis dit, bah, c'est la vie qui choisit. Et la vie, elle a choisi que ça soit pas moi l'auteur et que je me mette justement à disposition des autres. Et puis voilà, et Ça te convient? Ça me convient. D'accord. Alors, t'as vu 1 million de choses en presque 50 ans d'art. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te procurent les mêmes émotions qu'au début? ah ben oui, heureusement, si j'avais pas encore des éblouissements, des admirations, des fulgurances, et si j'apprenais pas des choses, je continuerais pas. Parce que c'est vrai que, bon, quand on a une carrière comme ça de plusieurs dizaines d'années, on voit tout avec un rétroviseur arrière. Donc, souvent, on dit, mais ça, j'ai déjà vu. Ouais, bon. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des jeunes artistes, parce que ils ont des choses complètement inouïes. Et j'arrive, oui, à avoir des grandes surprises, des grands éblouissements. Et heureusement. Alors qu'en gros, je prête leur compte. Mais c'est ça. C'est quoi les nouvelles techniques? Il y a des nouvelles techniques d'art aujourd'hui. Il y en a une que tu affectionnes plus qu'une autre, qui te titille un petit peu. Tu te dis, ouais, C'est pas une question de technique. C'est pas une question de boîte à outils. C'est un regard qui porte sur le monde. C'est quand le regard qui porte sur le monde et la façon dont ils transmettent tout d'un coup me semble insensé, ça m'intéresse. Donc c'est pas une question d'outils, c'est vraiment une question de langage, c'est une question d'attitude. Et puis c'est une question d'énergie, de force. Je veux dire, à un moment donné, tu es face à quelque chose qui s'impose à toi. Et tu te dis, waouh. c'est quoi la dernière case? La dernière claque. Il y a un artiste qui est d'origine pakistanaise, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Salman Dor, et qui est fan de la peinture du 19e française. Il est fan de Manet, de Bonnard, etc. Et c'est complètement assenté. Il y a un autre artiste. Il en fait avec... il prend les mêmes techniques de peinture. Non, il prend les mêmes sujets et il les réinvente avec un langage d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi ça? En parlant de son rapport à son pays d'origine, le Pakistan, au fait de vivre aux États-Unis parce qu'il est réfugié, à l'homosexualité, au rapport à la beauté, qu'il trouve dans la peinture du 19e. Il fait de la peinture lui-même. C'est pas... Oui, il a fait sa peinture. Non, mais je veux dire, c'est de la peinture. C'est pas que de la peinture, c'est aussi Il fait de la peinture, du dessin, de la gravure. la gravure, ouais. Un langage complètement inouï. Où il y a un autre artiste dont j'oublie le nom, qui exposait en ce moment à Venise, qui lui est d'origine africaine. Et il a une façon de peindre. Qui est actuellement, c'est quel musée de Venise? Chez Pinault, chez François Pinault, au Palazzo Grassi. Et il a une façon de peindre avec un espèce d'onirisme contemporain. C'est une espèce de post-surréaliste dans lequel il parle de ses origines africaines, d'une manière, mais du côté magique des origines africaines, d'une manière complètement sensée. Voilà. Et magnifique.
d'une beauté incroyable. Ok. Ok, bon, on va essayer de trouver, on mettra le lien aussi. Alors, on va revenir sur un petit truc. Bon, toi, tout à l'heure, ouais, tu m'as dit c'est pas vraiment important, mais c'est quand même quelque chose. On va revenir sur tes distinctions. Les distinctions que tu as pu avoir. T'en as deux principales? Si je me trompe pas, t'en as une en 2022, le prix spécial les 10 ans compris de l'AECA France de la critique d'art. Il est arrivé comment, il est arrivé combien cette distinction? Alors, donc d'abord, il y a Chevalier des Arlettes. Pour moi, c'est plutôt important, je dirais vis-à-vis. C'est 2004, je savais pas. Et c'est important vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de cette notion que la France, je veux dire, ce désir d'être français, moi, fondamentalement, je ne me sens pas français, mais la France m'a tout apporté. Et quelque part, que la France honore mon travail, c'est comme un remerciement vis-à-vis de Marie Dubreuc, donc ma grand-mère paternelle, qui avait une telle admiration pour la France que, voilà, c'est de manière de lui dire, ben voilà, ton petit-fils, avec tous les sacrifices que tu as fait, eh ben, enfin, la France l'honneur. Moi, je m'en fous personnellement. Mais c'est vis-à-vis de mon père et de ma grand-mère. Après, l'AICA, c'est l'Association internationale des critiques d'art. Donc, tous les critiques d'art, soit adhérents, enfin, s'ils le souhaitent, soit adhérents à l'AICA. Il y a des sections de l'AICA dans les pays du monde entier. C'est une reconnaissance du milieu. Il y a une colloque. Et puis, ils m'ont demandé, ça faisait longtemps qu'ils me demandaient que je fasse une conférence. Et puis j'étais en Suisse, puisque le dernier travail salarié que j'ai eu, c'était en Suisse, au musée cantonal pour la photographie à Lausanne. Et puis je leur avais dit, en plus c'était la période où il y a eu confinement, je devais ouvrir un musée, etc., déménager, ouvrir un musée. C'était quand même très prenant. Et du coup, c'est là où je me suis senti loin de la France. Et puis j'ai dit, je le ferai à mon retour. Et à mon retour, donc on était, je sais plus combien, 6 personnes peut-être. Et j'avais choisi justement de travailler sur ces nouveaux artistes, peintres, photographes, dessinateurs, graveurs, qui émergeaient à l'époque et qui travaillaient sur l'intimité et notamment sur l'intimité queer, dont Salvatore et d'autres. Et donc je leur ai présenté ça. Je leur ai présenté. Alors il y avait un timing très serré, hein. Il fallait faire être très punchy. Et monter sur les prix. Ça leur a plu? Ça leur a plu parce que c'est des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Donc je leur ai ouvert, je pense que c'est beaucoup parce que je leur ai ouvert un regard, puis avec une façon très particulière de traiter les choses. Et ça leur a plu, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai eu ce prix qui est en effet une reconnaissance de mon milieu. Après, voilà, 40 ans, ils ont décidé que ça valait le coup. Ouais, d'accord. Donc, tu es chevalier aujourd'hui? Donc, je suis chevalier. Je crois que j'ai perdu la médaille. Non, on a tellement de décoration, un peu comme la Légion d'honneur, mais elle est verte. Je l'ai donnée à ma mère, à mes parents. Je ne l'ai pas retrouvée quand ils sont morts. Et puis, pour le prix de l'AICA, il n'y a pas de médaille. Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était pas trop ton truc, la théorie. Tu préfères apprendre sur le terrain parce que voilà. Tu as été professeur à ton tour. Alors du coup, c'est en rentrant justement quand la Suisse s'est achevée, puis maintenant j'ai plus de 60 ans, donc me suis dit quand même que la transmission était importante. Déjà auparavant, j'avais essayé d'être prof, et puis l'école publique, elle ne veut pas de moi, parce que j'ai pas de diplôme justement, comme je suis autodidacte, j'ai pas les diplômes qu'il faut. Et puis finalement, grâce à un galeriste, Bernard Hucudian, de la galerie Polaris, il m'a fait rentrer dans une école privée. Qui est où, cette galerie? La galerie, elle est dans le Marais. Et donc, lui était déjà professeur dans cette galerie, et puis il nous dit non, mais il faut que tu enseignes, parce que tu as quand même plein de choses à raconter aux nouvelles générations. Et du coup, il m'a fait rentrer, puis j'ai commencé par un cours, maintenant j'en ai 4. Et alors, c'est vrai que j'aurais préféré enseigner dans une école publique. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui vient du public, qui a toujours travaillé pour le public.
Et là, c'est une école privée, mais c'est la seule qui accepte que je sois prof. Donc, et puis j'ai des élèves qui sont la nouvelle génération. Ça a commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ok. Et donc j'ai des jeunes qui sont nés après 2000. C'est assez intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, on n'a pas les mêmes langages, puis ils apprennent beaucoup de choses. Donc j'y étais cet après-midi et je les trouve touchants, je les trouve assez beaux. Et puis du coup, là aussi, c'est remplir un rôle. Tu vois un peu ce que tu vois le regard que tu avais étant plus jeune, que tu as toujours en plus. Ça. Il y a des regards qui sont curieux. C'est la curiosité qui prime quand tu cherches l'art ou il y a autre chose. Parce que c'est pas forcément la technique. Moi, je cherche à ce que ça me bouleverse. Je cherche à se déstabiliser, ça me bouleverse. S'il n'y a pas de bouleversement, ça ne m'intéresse pas. Mais avec les étudiants, je vois d'autres bouleversements, d'autres questionnements. Et puis du coup, ça m'intéresse parce que je me dis à partir de leur questionnement, comment est-ce que je peux changer de lunettes? Je serai jamais eux. Je peux pas être quelqu'un qui a 25 ans. C'est complètement stupide. Par contre, si j'essaye de leur emprunter leurs lunettes et de regarder ce que j'ai toujours vu, est-ce que du coup, je peux voir autre chose? Donc voilà. Est-ce que à partir de ça, je peux moi avancer? Alors toi, tu leur enseignes quelque chose. Et eux, ils m'enseignent des choses. Ouais. Ah oui, ah bah forcément, bien sûr. Ils m'apprennent énormément de choses. D'accord. Et je leur dis, hein, on est là pour s'apprendre mutuellement. Moi, j'ai l'âge de leurs parents, quoi, plus. Donc, moi, je suis le vieux con, le daron qui fait chier et qui met des mauvaises notes. Mais pas que ça. Parce qu'en fait, ils m'évaluent chaque année. Hein. Donc, si l'année suivante, on me demande un cours, c'est que, quelque part, Ils t'évaluent. les élèves. Les élèves t'évaluent en fait. Ouais, les élèves nous évaluent. Et on n'a pas le droit de savoir leur évaluation. Ah, dans l'école privée, donc les Ouais. élèves évaluent. Oui, c'est le prof. Le prof, s'ils ont aimé ce prof-là. Si ça vaut le coup de continuer, donc s'ils trouvent qu'ils ont appris des choses, que c'était intéressant, que c'était bien fait, et du coup, je pense que puisque je continue, ça veut dire que l'évaluation est pas si mauvaise. Mais voilà. Strict, exigeant. Cool. Ah, je suis chiant. Les chiants. Ah oui, je suis chiant. Tu l'es dans sur la ponctuation, je suis chiant sur la mise en pas, je suis chiant sur la précision, je suis chiant sur les certitudes, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse pour eux, c'est de leur donner de la méthodologie, et la méthode, c'est toujours chiant, et une boîte à outils. Je pense, et c'est ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie. Les études, même si j'ai jamais fait d'architecture, quelque part, il y avait quand même une méthode. Cette méthodologie, les bases, faire des cadres solides, pour moi, c'est des fondations. Si on a un cadre solide et une bonne boîte à outils, on peut se débrouiller dans n'importe quel domaine. Voilà. On saura après prendre les bons instruments pour les adapter au contexte dans lequel on est. Donc moi, mon rôle, c'est juste de leur faire comprendre l'importance de la méthodologie et les aider à ce que eux, ils trouvent leur bonne boîte à outils. Parce que la mienne, c'est pas la leur. Mais où chercher les bons outils? Oui, oui, c'est pas, tu cherches pas une continuité de toi. Enfin, à ce qui est Sur ton choix. Voilà. Il faut pas de nouveau me raisonner à Dieu, quel cauchemar. Quelles sont tes actualités aujourd'hui, et mis à part d'être professeur? Alors, je prépare une exposition, enfin non, même elle est quasiment finie, une exposition à Nantes, à la App Galerie, qui est un immense entrepôt de 1000 mètres carrés sur une île où il y a les Grues, qui est une ancienne île où il y avait des entrepôts pour les denrées coloniales, parce que Nantes avec Bordeaux sont les deux grandes villes colonialistes et coloniales de France. Et donc, ce lieu a été complètement réhabilité. Tout autour, il y a des restaurants, des bars, un jardin partagé, une discothèque, voilà, plein de choses assez drôles. Et il y a ce lieu d'exposition de 1000 mètres carrés qui s'appelle la App Galerie, qui avant s'appelait le hangar à bananes, qui est les Antilles. Le hangar à bananes. Et donc, je fais une exposition qui s'appelle Interstellar et qui est comment on peut regarder la Terre comme une planète vue du cosmos. C'est-à-dire comment on peut prendre de la distance vis-à-vis de la Terre comme une planète
et la découvrir comme si on ne la connaissait pas, et la redéfinir. Voilà, la réimaginer. Et ces 18 artistes, enfin plus ou moins jeunes artistes, je pense que la plus âgée a 50 ans et le plus jeune, il en a 30. Et qui nous amène à redéfinir notre rapport à la planète et redéfinir les matières du vivant. Ok, Voilà. d'accord. Quelle est ta place aujourd'hui dans l'art en France ou dans le monde? Quelle est ta place, toi? Comment tu te définirais? Aucune. Je pense que je suis à la fois un trublion et un mouton noir. Et je veux en avoir aucune. Ça, c'est vraiment lié à l'indépendance. Je veux être insaisissable pour aller partout. J'adore le zigzag. J'adore les ricochets. Sitôt qu'une chose commence à se fossiliser, ça m'effraie. Donc, je veux aller partout. Pour moi, l'indépendance, la liberté est très importante. Et donc, je ne veux pas être enfermé. Ok. Voilà. J'allais dire, ma place, je pense que j'ai un rôle et une mission, mais pas une place. Oui, d'accord. Voilà. Après, l'autre chose aussi dont on n'a pas parlé, que j'adore, c'est mes comptes Instagram. Et ça, c'est une découverte. Et je suis complètement addict à Instagram. Et j'adore ça, qui est un autre mode de transmission auquel on s'adresse à beaucoup plus de personnes qu'une exposition ou même qu'un catalogue, un livre. Mais là, c'est une des questions que j'allais te poser justement. Pardon. On ne consomme plus l'art de la même manière qu'avant. Ça va beaucoup plus vite. Est-ce que tu penses que on ne prend plus le temps de s'arrêter justement sur certaines choses parce que ça va très vite? Alors, je sais qu'on le fait autrement. Et là, le confinement a été très important. Parce que dans le confinement, on ne pouvait plus avoir un rapport physique à quoi que ce soit. Donc, tout était un rapport numérique. Donc, pour nous, ça a été très difficile parce que des gens de ma génération, pour lesquels le face à face avec l'œuvre qu'on a évoqué au tout début est important, cette physicalité, cette frontalité, ce rapport d'immédiateté est absolument nécessaire et déterminant. Donc, faire ça en numérique, pour nous, c'est insupportable. Ça vous a forcé le pas? Et à la fois, ça nous a obligés de dire... Et puis, on sait très bien qu'on va dessiner papier, c'est complètement obsolète. Quoi. Faut avouer, les magazines pour lesquels je travaille, ou le livre papier, c'est quand même archaïque. C'est obsolète, mais le magazine papier, quand tu l'as, tu le fais une première fois, tu le regardes une deuxième fois, et quand tu as le temps, tu le lis. Alors que ce que tu scrolles, tu l'as scrollé, c'est fini. Ah oui, mais il y a une différence entre une story et un post. Le post, il est écrit. Et les posts que je fais sont faits comme des mini-articles. Et du coup, tu peux y revenir. Et ça ne s'efface pas. Donc, autant une story, c'est une chose qui s'efface, qui tourne, qui est dans le maelstrom, autant un post, il reste. T'as accroché à ça. Et oui, et donc du coup, ça permet les deux. Ça permet de toucher énormément de monde dans le monde entier. Ce que permettra jamais une exposition ou un livre. Et puis, tu peux toujours y revenir. Sauf si tu fais pirater ton compte, mais tu peux toujours y revenir. Donc pour moi, puis j'adore ça, j'adore ce que permet la technologie. Moi, c'est facile, le 21e siècle me fascine. Quand je vois, quand j'étais figurant dans des clips vidéo ou dans des films underground, il fallait des caméras, il fallait un preneur de son, il fallait de l'éclairage. Maintenant, on fait un film avec un smartphone, avec, comme vous le faites, avec une qualité stupéfiante. Il y a une légèreté, puis ça coûte rien. À notre époque, il fallait trouver de l'argent. Maintenant, on peut faire un clip, on peut faire des morceaux de rap, on peut faire des choses avec quasiment rien. Donc, cette légèreté, cette souplesse, cette non-dépendance à l'économie, et puis la diffusion énorme, même si je suis pas d'accord sur toutes les plateformes de streaming, on lance le truc, elle atteint des milliers de gens, elle bouleverse des milliers de personnes.
Je veux dire, on est à la fois... Alors, en effet, on est toujours très seul, et à la fois, on bouleverse des milliers, des dizaines de milliers, sans faire oublier. Mais est-ce que le fait de ne pas en avoir beaucoup, d'emmagasiner beaucoup, c'est de ne pas en emmagasiner quasiment pas du tout ce que je veux dire? Non, parce que à un moment donné, il y a l'éblouissement. Et j'avais fait, il y a, regarde, ça s'arrête sur quelque chose, ouais, comme à un moment donné, tout d'un coup, tu te dis, putain, c'est vraiment ce putain net, qu'est-ce que j'ai devant moi? Il y a des choses qui accrochent. Il y a 2 ans et demi, j'avais fait une exposition dans un centre d'art qui s'appelle Topographie de l'art, qui est déjà sur l'idée du cosmos, mais là, on partait de la Terre vers le cosmos, qui appelait Ground Control, à partir de 2001, utilisé de l'espace de Stanley Kubrick et de Space Oddity de David Bowie. Déjà, j'avais montré un clip vidéo que j'avais vu sur Instagram. Et j'avais exposé des artistes que je n'avais rencontrés que sur Instagram. Et là, de la même façon, dans l'exposition interstellaire, je remontre un clip vidéo, mais j'ai vu sur Instagram, et à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis, waouh, voilà. Donc, je pense que, moi, fondamentalement, je pense que le miracle peut avoir lieu. Ouais. Parfait. Merci. Si tu devais retenir 3 musées dans le monde, je vais passer à des questions un peu plus courtes, et donc tu vas pouvoir répondre plus. 3 musées dans le monde que tu pourrais conseiller. Parce que maintenant, on peut visiter des musées via Internet, donc même si on ne voyage pas, on peut les visiter. Alors, le musée d'Orsay. Bon, le Centre Pompidou est fermé, donc ça sert à rien de le dire, puisque le musée d'Orsay. La Fondation Beyeler à Bâle, qui est un des plus beaux endroits du monde. Bâle en Suisse. Bâle, c'est en Suisse. À côté de Mulhouse. Le MoMA à New York. Et puis, il y a un lieu qui est mythique, le MoMA, le Museum of Modern Art à New York. Et il y a un lieu mythique où je ne suis jamais allé, c'est à Houston. C'est un musée à Houston. Mais j'y suis toujours pas allé, donc. Mais je pense que c'est un endroit à rêver. C'est quoi? C'est à partir d'une collection privée faite par le même architecte que la Fondation Beyeler, qui a un rapport au paysage assez extraordinaire, une architecture contemporaine, et il y a une collection absolument fabuleuse. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un artiste à mettre en avant aujourd'hui? Une petite sorte de passe décisive que tu lui fais Passe décisive. Alors, c'est un artiste qui est dans l'expédition interstellare, qui s'appelle Sacha Teboul, qui est photographe et cinéaste. Et ouais, c'est un peu mon coup de cœur du moment. Ça fait la 2e fois que je l'expose, et je pense vraiment qu'il va faire une carrière incroyable. À la fois comme cinéaste et à la fois comme photographe. D'accord. Et c'est le frère d'Arthur Teboul qui est le leader du groupe Feu Chaserton, le chanteur du groupe Feu Chaserton. D'accord. Ok, super. Un film ou un documentaire à voir pour les gens qui aiment l'art, qui voudraient découvrir l'art, qui voudraient s'ouvrir à l'art. Voilà. Alors c'est exactement rien. Je sais pas. Un documentaire? Non, parce que je pense que là, il faut le voir en vrai. Non, bah alors une exposition, mais tu m'as parlé pas parlé du musée d'Orsay, alors peut-être autre chose. Donc, qui voudrait découvrir l'art, qui voudrait. Alors, oui, alors il faut aller à Madrid, à Barcelone, je sais plus. Il faut vérifier. C'est une exposition auquel j'ai participé, qui a été présentée il y a plus d'1 an au musée de l'Orangerie à Paris, qui est une exposition formidable. C'est vrai sur le flou. Ça s'appelle Dans le flou. Dans le flou. Et c'est une exposition qui se pose la question pourquoi les artistes, à un moment donné, produisent du flou, alors que normalement, on va produire du net, du visible, et d'un coup, ils décalent tout. Et c'est une exposition de Claire Bernardi et d'Emilia Filippo qui est absolument extraordinaire, parce que
ça change complètement justement la façon dont on voit l'œuvre. Ça nous décale sur tout ce qu'on connaît. Et elle a été montrée à Paris au musée de l'Orangerie, elle a été montrée à Barcelone, et je pense que là, il est à Madrid, alors peut-être c'est inversé. Je sais plus très bien. Ça, c'est des expositions qu'on peut retrouver sur le net, qui sont visibles sur le net. Oui, alors puis il y a un catalogue, et voilà. Donc, cette exposition-là, elle est d'une très grande intelligence. D'accord. On termine souvent les interviews par une petite question dont la réponse sera directement adressée aux abonnés. Donne-leur un petit conseil aux jeunes artistes, aux peintres, aux photographes, auteurs, réalisateurs, créateurs, critiques d'art. Si tu as un petit conseil à leur tour. Ah, soyez vous-même et croyez en votre rêve. Voilà. Croyez en vos rêves. Vous arriverez à les imposer. Si vous y croyez vraiment, vous arriverez à les imposer. Ouais. Merci Marc. De bien, merci. Merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés et rendez-vous au prochain numéro. Ciao.